L'actualité nous oblige aujourd'hui, elle nous amène chez l'honorable Moussa Kalima qui se trouve être secrétaire général de la communauté musulmane au Congo, président national du Parti des Vertus républicaines, allais-je dire, le PVR, mais également il faut noter que c'est un haut cadre du FCC, famille politique, au président honoraire Joseph Kabila Kabange, avec qui nous allons justement analyser, commenter et pourquoi pas justement analyser son état d'âme, tous les sujets d'actualité ici dans notre pays. Honorable Moussa Kalima, bienvenue. Oui, des salis, monsieur le journaliste. Alors, d'entrée de jeu, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de vous lancer un message, vous de la communauté musulmane dont vous êtes secrétaire général. Il vous appelle à l'unité, il vous appelle à la paix. Donc, quel état d'esprit vous avez appris justement ce message du chef de l'État? En fait, c'est comme si je n'ai pas entendu ce message-là. C'est comme si? C'est comme si moi je n'ai pas entendu ça, et dans la mesure où la personne qui a lancé ce message, le chef de l'État lui-même n'y croit pas. Étant entendu que ce n'est pas la première fois qu'il a lancé de tels messages. Il nous a déjà dit cela en face comme ça. Que dans 2 semaines, je ferai en sorte que toutes les tendances se mettent autour d'une table. Il ne l'a jamais fait, il a fait 5 ans sans le faire. Et lorsque je sais que cette division est exacerbée par le pouvoir lui-même, et par les pouvoirs en place qui entretient cette division des musulmans. On peut noter que c'est quelque chose boutiqué par lui-même, le chef de l'État. Bien entendu, c'est boutiqué par les régimes, c'est amplifié par les régimes. Donc l'appel n'était qu'un semblant? Non, moi je dis que c'est de l'hypocrisie, ça. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Et tout simplement, c'est du populisme, comme d'habitude. C'est la démagogie. Le chef de l'État lui-même, ça ne lui dit absolument rien. Surtout que je constate et que on dirait qu'il n'aime même pas cette communauté. Il est hostile à cette communauté, à cette religion. Dès que vous voyez déjà un chef de l'État qui commence à nommer à des fonctions politiques d'État les membres de sa communauté, les pasteurs, les conducteurs de sa communauté, donc vous devrez comprendre qu'il y a véritablement un problème. Donc pour moi, l'appel du président Tshisekedi, c'est un non-événement. Je n'ai pas entendu, parce qu'il ne fera absolument rien, parce que la division dans ce pays profite au président Tshisekedi. Voilà. Vous ne croyez pas à l'appel? Oui. Nous sommes en démocratie, les avis sont partagés. Mais s'il faut aussi en parler, cette division, c'est quoi l'élément déclencheur de cette division? Des choses. Le népotisme, des politiques en place, et bien entendu, l'égarement des imams, des responsables de la communauté islamique, qui aussi se sont trempés dans les antivaleurs que nous avons toujours décriées. Ce sont les deux facteurs qui entretiennent cette crise. J'ai dit d'abord l'égarement de responsables de la communauté islamique, je voudrais dire les imams surtout, et les prétendants et les prétendus représentants légaux, donc ils se sont écartés largement de la religion musulmane. Ils sont dans autre chose. Et quand on est dans d'autres choses, Dieu ne peut pas en fait agir positivement jusqu'à ce qu'il va, je crois, écarter lui-même, bien entendu, ces hommes qui au jour d'aujourd'hui ont créé cette crise. Et deuxièmement, le népotisme du pouvoir qui voulait à tout prix voir quelqu'un de l'espace, du même espace que le chef de l'État, à la tête de la communauté islamique, comme on l'a fait dans les églises de réveil. C'est la même chose qu'on a tenté de faire chez nous. Mais chez nous, il y a eu des résistances parce que cette communauté a ses origines dans l'Est du pays. Et vouloir déboulonner les gens, les amis de l'Est qui sont majoritaires en cette confession religieuse pour en faire place à quelqu'un du centre ou de l'Ouest, c'était un leurre de la part du pouvoir public. Voilà les 2 éléments qui ont fait que cette crise perdure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, la crise ne peut pas rester éternelle. Elle ne peut pas rester éternelle, d'autant plus que la crise politique, depuis que le président Tshisekedi est là, la crise politique s'est enquistée. Elle est là, elle existe au jour d'aujourd'hui. Donc ça a commencé dès l'avènement du chef de l'État. Bien entendu, ça s'est amplifié dès son avènement. Dès son avènement. Avec une assemblée générale organisés par les pouvoirs des musulmans qui ne sont pas membres effectifs de la communauté musulmane. C'est comme ici chez les catholiques, on prend certains chrétiens catholiques sur la rue,
on va faire une assemblée générale, on dit c'est la Cinco. Et voilà ce qui s'est passé avec le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ce qu'il faut faire, nous continuons à travailler et à nous adresser à Dieu et à travailler avec des croyants musulmans. Mais en même temps, nous travaillons, nous pensons qu'avec les changements des régimes dans ce pays, la crise de la communauté va finir. Pensez-vous que justement, si on a un nouveau régime dans ces pays, tout va s'arrêter? Si on a un état de droit, au vrai sens des mots, parce qu'il y a eu une assemblée générale réelle de la communauté islamique à laquelle j'ai participé, à laquelle, d'ailleurs, c'est dans cette assemblée où j'étais encore réélu secrétaire général. Et c'était l'assemblée générale où tous les anciens représentants légaux de la communauté islamique, tous les membres effectifs, ont participé aux affaires étrangères. La presse, bien entendu, a couvert cette assemblée générale. Et des gens ont été élus. Mais le ministre de la Justice n'a jamais pris l'arrêté parce qu'il a eu des injonctions d'ordre politique. Voilà comment on a amplifié la crise. Voilà pourquoi je charge les régimes en place. Une assemblée générale convoquée en bonne et due forme par le représentant légal en fonction, qui est lui-même candidat à sa propre succession, mais qui a été bâti. Vraiment. Et ça veut dire que ce sont des élections transparentes. C'est peu comme ce que Kabila avait fait. Il a organisé des élections et son candidat a été bâti. Et voilà que, au lieu qu'on proclame les résultats, qu'on prenne acte par un arrêté du ministre de la Justice, comme c'en est la coutume, les pouvoirs donnent des instructions pour qu'en fait cela ne soit pas fait, et voilà, pour entretenir cette crise. C'est pourquoi j'ai dit que les changements de régime, les changements de personnes à la tête du pays, je crois que amènera au ministre de la Justice d'appliquer les droits, de ne pas faire le clientélisme. À ce moment-là, je crois qu'il y aura plus de crise dans la communauté islamique. Aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement. Ne croyez-vous pas, même aux actuels animateurs de ce gouvernement, pour que justement la question soit palliée? Vous savez, je crois que le ministre de la Justice actuel, Constant Mutamba, il a l'esprit libre, mais je ne les vois pas faire face à la machine de l'UDPS qui broye tout sur son chemin, qui impose une dictature atroce, une pensée unique qui refuse la contradiction, la gestion des contradictions. Je ne les vois pas marcher contre les options levées par sa famille politique. Je ne le vois pas. Actuellement, qui n'est plus de l'opposition, je ne le vois pas s'opposer à des directives qui émaneraient de la direction de l'IDPS ou bien de l'Union sacrée. Je ne le vois pas. Voilà pourquoi je pense que le moment venu, lorsque les changements vont s'opérer dans le pays, lorsqu'on va commencer à respecter les lois de la République, lorsqu'on va commencer à respecter la Constitution et toutes les lois de la République, la crise de la communauté islamique n'existera plus. Lorsqu'on va commencer à respecter les lois de la République, la crise au niveau de la communauté musulmane n'existera plus aujourd'hui. Ça fait aussi jaillir beaucoup d'encre salive dans la toile. C'est justement l'absence de votre autorité morale, le président honoraire Joseph Kabila, à qui la Constitution reconnaît la qualité du sénateur à vie. Mais comment expliquer les sénateurs à vie, jusqu'à preuve du contraire, continuent à sécher les plénières du Sénat de l'actuelle législature? Comment peut-on analyser justement ces comportements du président honoraire? Il est resté logique, il est resté mature, il est resté conscient, il est resté la même personne, respecté de sa parole donnée. Vous savez que sa famille politique n'a pas participé à ces élections. Comment lui va siéger dans un Sénat où il sera pratiquement seul, où sa famille politique ne prend pas part? Attendez, un sénateur à vie, il ne faut pas le prendre comme un sénateur ordinaire. C'est un sénateur à vie, c'est un titre honorifique. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais c'est la Constitution qui lui a donné. Et bien entendu, voilà, il a donné, il est là. Les élections. Oui, ça ne veut pas dire que chaque jour il doit aller à l'Assemblée nationale. Mais il n'a jamais été. Mais même cette législature. Mais dis-moi, la législature passée, il était allé combien de fois? Une seule fois. Même cette fois-ci, même pas une fois. Mais nous ne sommes pas encore à la fin de cette législature. Et en même temps, on n'a pas besoin de Kabila pour l'identifier parce qu'il est le seul. L'identification, c'est valider les pouvoirs des sénateurs. Donc, être sûr qu'il s'agit bel et bien de Charlie.
être bel et bien qu'il s'agit de Moussa Kalema. On n'a pas besoin de Kabila pour savoir que c'est qui est respectueux des textes. Quel titre d'exemplarité qu'il donne voilà, au pays? Mais il les donne parce qu'il est respecté des textes. Il ne peut pas accepter qu'on viole les textes que lui a respectés. Il ne peut pas cautionner une telle bêtise, une telle escroquerie. Et donc Kabila est respectueux des textes. Il ne peut pas venir cautionner cette escroquerie et cette fourberie au sommet de l'État. C'est clair, il est resté conséquent. En tout cas, moi, à sa place, je ferais la même chose. Il n'est pas d'accord avec les institutions en place. Et bien entendu, ça c'est sûr qu'il n'est pas d'accord avec les institutions en place. Il sait qu'il n'y a pas eu d'élection dans ce pays, et vous le savez. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'élection au jour d'aujourd'hui. Et qui ne le sait pas? Même tous les observateurs, que ce soit la CENCO, que ce soit le CC, tout le monde aujourd'hui reconnaît qu'il n'y a pas eu des élections au vrai sens des mots ici. Il y a eu un simulacre d'élection, il y a eu un hold-up électoral, et il y a eu en fait une caste, une magouille inexplicable. C'est les clans qui s'est distribué les pouvoirs. Sinon, on ne pouvait pas avoir une majorité d'une province qui n'est pas celle de Léopoldville, qui n'appartient plus à l'ancienne province de Léopoldville ici, occuper la majorité de la ville de province de Kinshasa. Sinon, on n'allait pas voir au Congo central des gens d'autres provinces, majoritairement comme ça, on en trouve 4 et 5 et dans l'Assemblée provinciale. Vous savez qu'il n'y a pas eu élection, qu'il y a eu une nomination de ce que nous appelons aujourd'hui députés nationaux et provinciaux. Joseph Kabila, c'est un homme d'État. Joseph Kabila a géré ses pays. Joseph Kabila a toujours montré justement cette volonté que les choses aillent positivement dans ces pays. Est-ce qu'il ne pouvait pas se surpasser s'il faut justement penser au peuple congolais dont il a géré? Il s'est surpassé, c'est pourquoi il a gardé silence. Voilà, il se surpasse. Parce qu'il pouvait se mettre lui également, et peut-être en révolution, en rébellion. Mais Kabila a préféré aller parachever son CV, parce que lui au moins il apprend, il étudie et continue à étudier, que de créer des désordres dans le pays. Et il a demandé à sa famille politique de faire une résistance pacifique. Et donc je crois que Kabila, c'est un modèle. Aujourd'hui, il devient un repère en Afrique. Hein. Il revient un repère. Même si certains individus ne veulent pas les reconnaître, mais en public, ils ne veulent pas les reconnaître. En coulisses, dans les chambres, ils reconnaissent que Kabila, les Kabilas sont rares dans ce pays-là et si pas au monde. Des gens comme Kabila, qui peuvent accepter, supporter ce qui se passe et ce qui continue à se passer dans ce pays. Son silence est considéré comme non-assistance aux millions de Congolais en danger. Que pensez-vous? Vous pensez que vous voulez qu'il vienne vous assister comment? Parce qu'il ne dit rien. Alors que nous avons, vous voulez qu'il dise quoi? Ce que nous disons, c'est ce qu'il dit. Vous ne savez pas que le pays est mal géré. Vous ne savez pas que le pays est livré au pillage systématique des ressources. Vous ne savez pas que nous sommes dans un clientélisme inacceptable. Vous ne savez pas que nous sommes dans le népotisme, dans les tribalismes les plus cruels. Vous ne savez pas que nous sommes dans une dictature la plus atroce, plus que celle de Mobutu, qui ne le sait pas. Et vous voulez que Kabila fasse quoi? Kabila est en train de faire ce qu'il est en train de faire, le travail politique qu'il a fait avec nous. Nous sommes en train de mûrir nos réflexions, nos stratégies, pour que nous puissions arriver à mettre fin à cette inquiétude d'une manière démocratique, et nous le ferons. Et il faut laisser le temps au temps, parce que le temps et la nature règlent certaines questions. Ça a créé beaucoup de commentaires dans la toile. D'ailleurs, ça tombe bien parce que je vous reçois, vous qui avez fait partie de cette délégation. Il s'agit toujours de Joseph Kabila Kabange qui a fêté son anniversaire récemment ici, où on a vu, vous, autour d'une table, avec un gâteau en train de souffler sur les bougies sans que lui-même soit là. En tout cas, ça a créé beaucoup de débats. On dit que vous commencez à l'adorer. Il vous a saboté. Non, le problème c'est que le Congo s'intéresse beaucoup plus à des futilités qu'à des bonnes choses. Comment se débrouille quelqu'un à son absence? Attendez, d'abord, il n'est pas au pays. Vous savez bien que Kabila n'est pas au pays. Et c'était les jours de son anniversaire. D'habitude, quand il est au pays, il nous invite et on se met ensemble. Et cette fois-là, il n'était pas au pays. Un des camarades a estimé qu'il était important, sans que Kabila en donne une injonction quelconque. D'ailleurs, ça s'est fait dans le cadre de la province, de l'ex-province de Grand Bandundu, qui au jour d'aujourd'hui doit reconnaître qu'à l'époque de Kabila, les Grand Bandundu étaient traités au même titre que toutes les autres provinces. Ça n'a pas été négligé. Il a eu des premiers ministres, il a eu des ministres, des ministres de finances, des ministres, de grands ministres, de président de l'Assemblée nationale.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a, Kabila? Qu'est-ce que les grands Bandundu a dans son ensemble? Absolument rien. Et donc, c'est notre leader, nous reconnaissons qu'il est l'autorité morale de notre plateforme politique, et c'était la date de son anniversaire, pendant que lui était à l'extérieur, un collègue, un camarade a estimé que c'était important pour nous d'analyser les choses froidement et à l'occasion de penser à son anniversaire. Je ne vois pas pourquoi ça doit préoccuper les Congolais. Ce qui doit préoccuper les Congolais, c'est ce qui se passe à l'Est. Ce qui doit se préoccuper beaucoup plus les Congolais, c'est les détournements des fonds publics, les détournements, les vols, la corruption qui gangrène la République comme une Timur maligne, qui la crétinise, qui la débilise. Voyez-vous? Et les népotismes qui règnent, les tribalismes, voilà des choses qui doivent vous préoccuper. Vous allez vous préoccuper des gens qui sont autour d'une table en train de se partager un gâteau, et ça doit faire débat. Donc les Congolais peuvent noter que cette initiative était prise par justement les ressortissants du Grand Bandundu. Mais bien entendu, cette initiative personnelle du président Aubin Minakou, je l'ai dit avec fierté. C'est Aubin qui nous a invités en tant que camarade de son regroupement, même de sa famille politique. Continuer à flatter Joseph Kabila. Nous ne pouvons pas les flatter, parce que nous allons les flatter pour qu'ils nous donnent quoi? Parce que quand il était au pouvoir, on ne l'a pas flatté. Nous, on n'était pas des flatteurs comme ce que tu vois aujourd'hui. Et tu me connais que je n'ai jamais été flatteur. Nous disons que nous n'avons pas été flatteurs, nous disons qu'en fait, il a atteint cet âge-là. C'est que c'est au jour d'aujourd'hui, il a grandi. Et comme à toi, je te souhaite les bons anniversaires, nous les souhaitons en groupe. Pourquoi ça doit vous vexer? Pourquoi ça doit vous préoccuper? Pourquoi? Alors que nous n'avons pas dépensé l'argent de la République. Vous devrez être préoccupé des anniversaires qu'organisent les chefs de l'État actuel et sa famille biologique. Est-ce qu'on vous a dit qu'il touche au trésor public? Mais mon cher ami, rien ne se fait ici sans qu'on touche au trésor public. Tout ce que les chefs de l'État lui-même vous a dit qu'il ne connaît pas son salaire, qu'il vit de ses fonctions de chef de l'État, mais pas de son salaire. Il vit des moyens mis à sa disposition. Ce n'est pas de son salaire. Il vous a dit, et il a dit ça aux journalistes, pas les moindres. C'est des Top Congo. Il ne faut pas oublier. Et vous savez que nous sommes dans la jouissance la plus abjecte. Des gens prennent des jets pour aller fêter la famille du roi, va fêter à l'extérieur, va fêter à Dubaï l'anniversaire, alors que des gens meurent à l'Est, alors que les gens meurent ici, à Koutou, alors que les gens meurent dans la province, dans la ville-province de Kinshasa. Mais les gens festoient. Et je vais t'apprendre une chose, même le jour où on disait qu'il y a eu ce que vous appelez ici les fameux coup d'État raté. On devrait en parler. Mais écoutez, ils étaient où? Mais pendant ce temps-là, les chefs de l'État et la plupart des siens étaient dans une fête. Le même jour. Le même samedi, au petit matin, ils ont quitté l'hôtel Pullman. On ne pouvait pas l'inviter? Il ne pouvait pas prendre... Vous pensez que ça, c'est vraiment les chefs de l'État dans un pays de crise, de guerre, comme ça, les chefs de l'État ont le temps d'aller perdre dans cette affaire-là? Dans des deuils, dans des mariages, dans des anniversaires, un chef de l'État. Enfin, soyons sérieux. Les deuils, vous faites allusion. Je te pose la question. Combien de fois tu as vu Kabila, tu avais vu Mobutu aller dans les deuils? Des épouses, des pasteurs, des époux, même des membres de son gouvernement. Autre temps, autre mère. Non, mon cher ami. Les pouvoirs d'État, le pouvoir au sommet de l'État, diriger un État, ce n'est pas une blague. Je ne vois pas comment vous pouvez disposer de beaucoup de temps comme ça, d'aller dans des fêtes, alors que le pays est en difficulté. Alors que la misère s'accroît chaque jour. Alors que l'insécurité s'est généralisée, est devenue endémique. Alors que la pauvreté s'accentue davantage. Aujourd'hui, nous sommes parmi les 4 pays les plus pauvres du monde. C'est grave ça. Et vous ne vous rendez pas compte, c'est pendant ces temps-là, avec un chômage qui atteint 84%, je crois 80 ou 84%, vous avez le temps d'aller jouir, d'aller danser, d'aller... Mais mon frère, soyons sérieux.
Donc il doit... Un pays, on ne le gère pas comme ça, il doit se concentrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est le pays. Alors, aujourd'hui, parce qu'il ne nous reste que des grands sujets d'actualité à évoquer tout au long de cette émission, comme vous le savez, le pays a un nouveau gouvernement. À sa tête, Madame Judith Touloukatsouminois, qui a rassuré aux Congolais que son programme quinquennal 2024-2028 va mobiliser 92,7 milliards pour répondre aux besoins des Congolais. Il y a aussi des priorités que Madame la Première ministre a évoquées lors de la présentation de son programme devant les députés nationaux. Est-ce que vous croyez à son discours? Est-ce que vous demeurez quand même optimiste? Parce qu'on parle Congo, je sais que vous êtes un homme d'État. Vous savez, moi je voudrais dire tout simplement que je n'ai jamais vu un seul Premier ministre qui va à l'Assemblée nationale qui ne rassure pas. Tous les premiers ministres qui sont passés devant l'Assemblée nationale viennent avec un discours rassurant. 92 millions de dollars américains, oui, elle peut les mobiliser. Milliards, s'il te plaît. 92 milliards, oui, la République est capable de mobiliser même plus que ça au jour d'aujourd'hui. Vous savez, ça ne pose pas un problème. Le problème, ce n'est pas de mobiliser. L'argent est toujours mobilisé. C'est l'affectation qui pose problème. Dans la manière de gérer. Et bien entendu, on va mobiliser ça pour quoi? On va mobiliser ça pour des voyages. Non, c'est pour... Attendez, monsieur. C'est pour résoudre l'insécurité qui bat la partie Est. Je le dis en conséquence des causes, parce que tu sais que j'ai une expérience cumulée à l'Assemblée nationale. Cet argent sera affecté à autre chose. Ça sera détourné. Ça va servir à l'achat de villas à Dubaï, en Belgique, en France. Ça va servir à des voyages, ça va servir à des jouissances. Parce que depuis de ce que le pays est en train de mobiliser, mais la dette du pays est en train de s'accroître chaque jour. Nous sommes à plus de 10 milliards, et je voudrais te rappeler que Kabila a laissé moins de 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 milliards. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a fait avec plus de 7 milliards qu'on a empruntés? Donne-moi une seule réalisation qu'on a fait. Mobutu avait laissé, je crois, 14 milliards. Et il a fait au pouvoir 32 ans. Mais qui c'est qui vient d'arriver? Il n'a même pas fait 5 ans, mais il avait déjà. Il n'a pas fait 6 ans. Il a déjà plus de 7 milliards de dettes. Et aucune réalisation palpable. Mobutu a eu des dettes. On a vu Inga. On a vu les stades des martyrs. On a vu. Alors je dis que la pauvre dame, elle a la bonne volonté, et parce que les dames, mais je ne la vois pas. D'abord, avec l'équipe, elle va réaliser son rêve. Alors vous ne croyez pas aux membres... Et avec le leadership. Qui composent les... Mais ce n'est même pas moi. À peine nommé. Vous avez suivi qu'il y a déjà... Un cas de démission. Et la raison, c'est convenance personnelle. Non. C'est ce que vous dites. Vous connaissez d'autres raisons? Oui, moi je lis d'autres raisons. Je lis d'autres raisons. Mais bien entendu, l'incompétence. Une prestation malheureuse au niveau de Brazzaville où elle a été représentée la République. Parce que les choix étaient un choix complaisant, clientéliste, népotiste. Vous ne nommez pas n'importe qui ministre. C'est pas parce qu'on est belle. Quelqu'un qui a été au cabinet du chef de l'État comme conseiller dans ce domaine-là ne peut pas faire ce qu'elle a fait à Brazzaville. Et pour ne pas l'humilier, on a dit qu'elle a démissionné. La réalité, elle n'a pas démissionné. Elle a été contrainte à la démission, c'est clair et net. Sinon, il n'y a rien qui justifie. On vient de te nommer à peine 2 jours, 3 jours après, tu démissionnes. Et tu dis convenance personnelle. Parce que le chef de l'État n'a pas voulu l'humilier en les notant, en la révoquant tout simplement. Parce qu'il n'y a pas eu de coaching. Parce qu'on ne sait pas qui fait quoi là-bas. C'est un fourre-tout, c'est un mélange hétéroclite, un cocktail Molotov, l'union sacrée. Et qui, un de ces 4 matins, va exploser, nous en sommes sûrs. Dis-moi, quand on émiette, quand on dépaisse des ministères, on va prendre le ministère
du travail, tout simplement parce qu'on voudrait qu'on gère ces domaines-là. On va prendre l'INSS, on va l'attacher au ministère de la Santé. Depuis Mobutu, ça a été, c'est demeuré. Prévoyance sociale. Prévoyance sociale, ministère du Travail. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un de l'UDPS qui est au ministère de la Santé. Et comme il y a l'INSS qui est pourvoyeur de sous, où les ministres puisent, on doit l'attacher au ministère où il y a quelqu'un de l'UDPS. Il y a les PME également. Il y aura conflit. Vous allez voir qu'il y aura conflit d'intérêts, il y aura conflit des compétences. Il y aura conflit des compétences. Les PME rattachés maintenant au ministère de l'Industrie, allais-je dire, ça va déranger? Ça ne va pas déranger. Il y a des ministères qu'on peut rattacher, tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais aimé qu'en dépaissant les ministères comme ça, qu'on puisse réduire la taille du gouvernement. Mais ça servit à quoi? Donc d'après vous, vous ne croyez pas à la réduction des trains de vie des institutions? Impossible. Impossible. D'abord, commence par demander, moi je ne te donne pas des chiffres, mais va voir ceux qui gèrent les chiffres, notamment l'ODEP, je crois. On vous donnera les chiffres qu'on a sortis tout simplement pour l'installation des ministres. C'est combien qu'on a sorti comme argent? Non, le pays, on va les saigner. Comme c'est un dernier mandat pour Tshisekedi, les gens vont piller. Et nous les attendons parce que nous allons les arrêter. Mais nous ne pensons pas que ça sera le cas lorsque nous suivons la déclaration faite par l'actuel président du bureau de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui a dit que jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est aussi l'un des sujets d'actualité, il a confirmé que les députés nationaux de cette législature touchent 14 millions de francs congolais. Ne croyez-vous pas cette déclaration? Non, écoutez, moi je ne vais pas faire ce débat-là. Je refuse de faire ces débats-là, parce que les débats qu'on devrait faire, pourquoi vous faites toujours les débats sur les députés? Mais vous ne vous posez pas la question, c'est que tous les nombreux conseillers des chefs de l'État. Et pourquoi ils doivent toucher des sommes colossales comme ça? Ils touchent combien? Mais Kamerhe vous l'avez dit. Moi je n'ai pas vous l'ai dit, Kamerhe vous l'avez dit lorsqu'on l'avait arrêté, qu'il avait multiplié les salaires. Le président, il a multiplié ça, je crois, par 3 ou bien par 6. Il l'a dit. Parce qu'il travaillait. Mais mon cher ami, alors, si les députés travaillent, puisque c'est Kamerhe qui vous dit, c'est lui le président de l'Assemblée nationale, il vous dit qu'il paye ça. Et je ne sais pas sur quelle base il a décidé ça. Parce qu'il y a un budget que nous avons voté. Il ne pouvait qu'appliquer les budgets que nous avons laissés, jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il n'y a pas encore... Donc lui aussi, il a violé la loi, en disant cela. Bon, s'il a dit que c'est ce que nous touchions, eh bien, il doit continuer avec ce que nous touchions. Alors si on devrait revoir les budgets, et alors en ce moment-là, il faut un collectif budgétaire. C'est clair. Et donc je n'entre pas dans ce débat-là, parce que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est la gestion du pays qui n'est pas gérée. Le pays n'est pas géré. Le pays n'est pas géré. On est distrait dans un pays où les gens peuvent entrer calmement et aller chez un candidat président de l'Assemblée nationale à l'époque, entrer à la présidence de la République sans coup férir. Ça vous dit que le pays n'est pas géré. On accuse vous de l'opposition d'avoir justement comploté contre les pays. Non, non. Parce que le coup d'État. Personne ne peut vous croire. Personne de l'opposition. Personne ne peut vous croire. Personne ne peut vous croire. Nous savons que la personne qu'on a tuée, d'ailleurs, il l'avait dévoilé, il l'avait dit, mais je ne voudrais pas ici dire des choses. Mais il était ami de certains d'entre eux. Il était leur ami. Vous savez, les messieurs qu'on a arrêtés, les messieurs qu'on a tués là. Monsieur Christian Malan. Et Christian était recherché, était recherché à l'époque de Kabila par les services de renseignement militaire, les DEMIAP. Mais ils ont venu, ils ont trouvé les dossiers sur la table. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ces gens qui étaient recherchés par Kabila, que Kabila traquait notamment, que ce soit les M23 qui étaient arrêtés, qui étaient en prison, le président Tshisekedi les a libérés. Donc il a considéré que tout ce qui était, que Kabila considérait comme étant des ennemis de la République, pour lui c'était ses alliés. Alors que le pays on ne les gère pas comme ça, il y a les principes de continuité. On a libéré des gens aujourd'hui qui commandent les M23 à l'Est. Et Christian, il est ami à beaucoup d'entre eux. C'est clair et net. Laissons le fameux procès continuer, on verra ce qu'il y aura comme révélation, si réellement il y aura des révélations. Vous ne trouverez pas la main de l'opposition là-bas, vous ne trouverez pas. Après, si vous attendez Kabila, vous ne les trouverez pas. Parce que ces garçons, la fille, sont ennemis jurés. Ok,
Ces garçons giraient sur la tête de Kabila. Ils voulaient avoir la tête de Kabila. Kabila ne pouvait pas comploter avec qui. Et Kabila n'est pas quelqu'un qui peut comploter contre son pays aujourd'hui. Il l'a démontré. On arrive sûrement à la fin de cet entretien. Justement, la dernière question, c'est en rapport avec la révision de la Constitution. C'est justement un vœu qu'on a émis. Mais on n'a pas compris comment vous vous êtes réveillé d'une manière sceptique à cette proposition. Pourquoi vous n'en voulez pas, alors qu'il y a certains articles qu'on pouvait bien toucher et retoucher? Pourquoi vous ne voulez pas? Alors que c'était un vœu aussi souhaité sous votre gestion. Qu'est-ce que les Congolais peuvent comprendre voilà, de votre réaction au regard de ça? Ce n'est pas de notre réaction, des réactions de tout le monde qui aime ce pays. Premièrement, vous tentez de mettre ça sur notre dos, que c'est nous celles qui nous opposons à la révision constitutionnelle. D'abord parce qu'elle s'est faite d'une manière suspecte. Ils ont commencé par spéculer. Vous comprendrez qu'avant, il y a eu beaucoup de bouffées d'oxygène qu'on a lancées en disant qu'il faut ramener les mandats du chef de l'État à 7 ans. À 7 ans. Il y a même quelqu'un de mesquin qui est allé qui a dit 9 ans. Et immédiatement, on va dire qu'on va supprimer la délimitation des mandats pour que ce soit 7 ans renouvelables. Alors que ça, c'est une disposition verrouillée. Nous, quand on voulait bouger la Constitution, on ne voulait pas bouger des dispositions verrouillées. J'ai les audios de l'actuel chef de l'État qui girait. C'est ça. Qu'on peut tout faire, mais on ne peut pas toucher à des dispositions verrouillées. Nous ne pouvons pas permettre, parce que nous avons déjà vu les attitudes dictatoriales de l'actuel chef de l'État. J'ai indiqué clairement que le chef de l'État actuel, il est plus dictateur que Mobutu, qu'ils ont combattu hier. Mais pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Mais pour avoir... Les preuves probantes. Oui, les preuves sont là. Quand on tire comme ça des hommes politiques, Chéribin, comment il est parti? Dis-moi. Où se trouve au jour d'aujourd'hui, comment il s'appelle, monsieur là, les Lumumbistes là, comment il s'appelle? Franck Diongo, où est-ce qu'ils sont? Tu sais qu'à l'époque de Kabila, Franck Diongo faisait de l'opposition, mais il n'est pas allé en exil. Martin n'est pas allé en exil. Kisekedi n'est pas allé en exil. Vous savez aujourd'hui, il y a combien d'exilés? Pour te montrer l'atrocité, la gravité de ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous? Face à quelqu'un qui a des attitudes dictatoriales de cette manière, nous ne pouvons pas permettre qu'il bouge la Constitution de la République. Et surtout que le pays est en guerre. Et la disposition de la Constitution, je sais qu'il est champion dans la violation constante de la Constitution, mais la Constitution dit quand le pays est en guerre, on ne touche pas à la Constitution de la République. Donc pour vous, le moment n'est pas propice. Le moment n'est pas propice. Et d'ailleurs, je conseille ardemment à quiconque veut toucher à cette Constitution d'attendre la campagne électorale, le moment venu. Comme moi, en 2028, si je serai candidat à président de la République, dans mon programme, je mettrai la révision de la Constitution et je dirai quelles sont les dispositions que je vais retoucher. Que le peuple me donne les quitus. Si le peuple me vote avec ces programmes-là, eh bien, la révision de la Constitution et même des dispositions verrouillées peuvent être possibles si je les énonce pendant ma campagne. Pourquoi l'actuel pouvoir n'a pas, pendant sa campagne, parlé de la révision constitutionnelle? Pourquoi? Pourquoi les chefs de l'État vont le faire pendant qu'ils se trouvent en Europe face aux militants extrémistes? Pourquoi ils vont le faire en Europe? Il y a même les membres de sa famille politique. J'ai des audios de professeur Bata. Je vais te les filer. Qui vantait cette constitution, qui a mis les Congolais ensemble. Il y a des dispositions qu'on peut toucher, mais il y a des dispositions qu'on ne peut pas toucher. Il faut que cela soit très clair. Mais quand le chef de l'État trouve des justifications pour justifier tous ces échecs, en trouvant des boucs émissaires, si ce n'est pas Kabila et son FCC, ménage la Constitution. Ça devient dangereux, ça, pour le pays. Donc, on ne peut pas toucher à la Constitution? Non, non. Au stade actuel? Non, non. Au stade actuel, on ne peut pas toucher à la Constitution qui gère le pays. Il n'y a rien qui l'empêche. Kabila a géré le pays avec la même Constitution. Oh. Et
Et donc le chef de l'État actuel peut gérer avec cette même constitution. Quand il veut voyager, la constitution ne l'empêche pas. Et quand on détourne ici, la constitution qui a interdit qu'on puisse détourner, elle est là, mais on est en train de détourner. Quand on dit que la gestion de la République devrait être rationnelle, ça veut dire en d'autres termes que chacun doit gérer les dépassements qui sont faits par des institutions. C'est du détournement pur et simple que le chef de l'État cautionne. Quand le chef de l'État accepte lui-même que la rétrocommission, ce n'est pas une infraction, c'est pas la Constitution, c'est pas la Constitution qui lui a dit ça. Et quand on gère le pays comme un bien sans maître, parce que est-ce que le chef de l'État doit savoir que le pays ne lui appartient pas? Le pays n'appartient pas au chef de l'État, et moins encore à sa famille politique. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je le disais hier à Kabila, parce qu'il n'avait pas de telles attitudes. Mais le pays, c'est un bien commun. Il nous appartient à nous tous. Il y a des décisions que le chef de l'État ne peut pas prendre comme ça unilatéralement. Dis-moi, il y a le Parlement qui a l'initiative de révision des constitutions. Il y a le gouvernement qui peut prendre et lui-même qui peut le prendre. Pourquoi il va mettre une commission ad hoc pour étudier, faire un projet d'une nouvelle constitution? Donc d'après vous, il y a l'anguille sur roche. Mais il y a l'anguille sur roche. Il y a des intentions malveillantes. On aurait aimé si la gouvernance du pays était sereine, si elle était saine. Mais avec une gestion constipée comme ça, balbutiement, détournement, vol, népotisme, nous allons accepter que le régime continue? Non. Et par des intrigues de sérail. Et dans cette constitution où on veut que le gouverneur, le chef de l'État soit élu au suffrage universel indirect, dans un pays gangréné par la corruption comme celle-là. C'est impossible. Impossible. Ici, c'est tout le monde qui décrit. Lui-même, le chef de l'État, décrit la corruption. Même les enfants qui naissent décrivent la corruption, les dénoncent, les églises, tout le monde. Et tout le monde est dans la corruption. Comment voulez-vous qu'on puisse accepter que les députés, et même qui sont nommés par la CENI, puissent se réunir pour élire un chef de l'État? Mais ils vont nous donner les chefs de l'État les plus médiocres du pays. Honorable Moussa Kalima, merci de nous accorder votre précieux temps. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu vous ressourcer à nous. Merci beaucoup. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et le rendez-vous est pris. À très bientôt. Merci.